Merci de me donner l'occasion de partager avec vous cette expérience que j'ai vécue à l'ESP de Nantes, hein. À l'époque, l'ESP de Nantes, puisque ça a changé depuis septembre, c'est devenu maintenant institut. À l'époque, c'était école. Donc, le titre, bon, présentation, c'est Alfred Gambou. Je suis philosophe de formation et donc j'ai une thèse en philosophie de l'éducation et j'enseigne à l'Université catholique de l'Ouest, de Nantes et d'Angers, de Vannes aussi. Et autrefois, j'ai enseigné donc à l'ESP de Nantes. Mes travaux portent sur la question notamment de l'éthique, l'histoire des idées pédagogiques, l'histoire de l'éducation. Alors, mon propos, faire et c'est faire l'émergence d'une vie éthique enseignante cohérente. Ça a été un peu modifié par rapport au titre qui apparaît sur le programme. Alors, je disais donc ça, cette recherche émerge de mon expérience, mon vécu expérientiel à l'ESP de Nantes, pour ne pas le citer. Alors, alors, oui, le contexte donc d'émergence. Donc, c'est ce que je rappelle ici. J'avais été donc enseignant. Mon rôle consistait, Olivier le sait bien, puisque nous étions ensemble dans cet établissement, d'accompagner des jeunes stagiaires, hein, des enseignants dans leur établissement euh, de stage, où ils passent leur stage, pour les accompagner dans la pratique au quotidien de l'exercice, de la professionnalisation, d'acquisition des compétences dans le domaine donc de l'enseignement. Mais en même temps aussi, on les suivait sur place au lieu de formation. J'ai accompagné en 3 ans, autour de une quarantaine quand même de PS et professeurs des écoles stagiaires. Donc, on les préparait au rendez-vous avec l'inspecteur, hein. Ce rendez-vous-là intervenait généralement à la fin de l'année. Alors, voilà donc en résumé notre vécu expérientiel ou mon vécu expérientiel à partir duquel donc émerge cette recherche. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Je pense qu'Olivier l'a un peu abordé rapidement. Euh, mon constat, c'est que la formation des enseignants présentait, encore aujourd'hui, hein, un déficit en termes de capacité à faire émerger de la part, notamment de ces jeunes stagiaires, la dimension de l'éthique, une éthique enseignante cohérente. Alors, quelles en sont les raisons donc qui expliqueraient ce déficit dans le cadre de la formation de ces enseignants? Il y a plusieurs raisons. Et quand on regarde la loi de la refondation de l'école de 2013, et si on lit à nouveau celle qui la prolonge, en gros, celle pour une confiance à l'école de 2019, quelques caractéristiques reviennent quand même. On peut les identifier très clairement. Il y a une prédominance ou une dominance du paramètre de développement des compétences dans le dispositif de l'enseignement des futurs enseignants. Paramètre de dominance, paramètre de compétences. Or, qui dit compétences, c'est la tendance généralement. Il y a un arrière-fond technocratique et des sciences positivistes, hein, la volonté de vouloir mesurer, quantifier, piloter, évaluer, maîtriser. Donc, il y a l'idée de planification, donc la capacité d'établir des comparaisons, des curseurs, d'améliorer les résultats. Donc, il y a une idée clairement avouée de donner aux enseignants, les futurs enseignants, la capacité d'avoir la maîtrise sur beaucoup de domaines, euh, la maîtrise de leur future professionnalité. Alors, le problème, c'est que le contenu de cette formation est fondé donc sur ce paramètre. Or, ce paramètre, de notre point de vue, sous-estime ou refoule, j'utilise le terme refoulé à dessein, la dimension qui est généralement invisible ou imprévisible de l'activité professionnelle. Euh, euh, je l'ai entendu de la part des collègues qui m'ont précédé, cette dimension est relativement sous-estimée. Il y a la didactique professionnelle, la didactique par exemple des disciplines a beaucoup pris de la place dans la formation des enseignants au détriment malheureusement de tout ce qui ne relève pas d'emblée visible dans la professionnalisation. Alors, pour ne citer que le cas, mais par exemple, la situation que présentaient les collègues dans les ateliers philosophiques, c'est des exceptions.
c'est des exceptions. Et je suis d'ailleurs très content que Edwige pilote ce projet-là. Et il faut encourager ces ateliers philosophiques pour que ça devienne la règle générale dans la formation, par exemple, des enseignants. Le cas le plus frappant dans les SP à l'époque, c'est quand même ce que John Dewey, par exemple, disait, le devoir exclusif de l'école, c'est quand même apprendre aux élèves à penser. Sauf que les gens qu'on va mettre à la disposition de ces enfants pour les aider à penser, eux-mêmes ne sont pas vraiment ou peu dans leur formation ouvert ou bien accès à cette capacité de penser. Au sens de John Dewey, si on pourra y revenir au moins des échanges, la pensée chez John Dewey, il faut partir effectivement des expériences, et l'expérience, ce sont des actions, des événements, des occasions qui permettent en quelque sorte une sorte de mise en branle des situations ordinaires de la vie, et à partir desquelles émerge un questionnement, une interrogation, où on peut percevoir des liens entre les phénomènes ou entre les choses. Donc, si les enseignants sont peu formés sur cette dimension, pour ne prendre que la dimension de la pensée, vous en conviendrez, ils ne seront pas suffisamment armés pour aller former à leur tour les enfants à penser. C'est aussi cohérent. Et si on ajoute la dimension de l'éthos professionnel, parce que l'éthos relève aussi de cette dimension qui n'est pas forcément visible dans l'activité professionnelle, et en plus la dimension de l'éthique, au sens où nous allons le montrer ici, en tant que, par exemple, capacité de délibération, délibérer, choisir, c'est toujours une situation très complexe. Et les paramètres de délibération, si on lit bien Kierkegaard, ou bien l'auteur de ou bien, nous montre bien la dimension très complexe de la délibération. Si on lit aussi Bernard Williams, on montre bien que cette dimension est complexe. Or, elle est très, très souvent sous-estimée dans la formation des enseignants. La formation est beaucoup plus centrée sur, comme on appelle, l'éthique professionnelle, dans le sens d'acquisition des règles juridiques, institutionnelles, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En fait, la dimension déontologique. Mais la dimension déontologique ne recouvre pas à elle seule l'éthique. Donc, bref, l'importance est beaucoup plus accordée à une formation des acteurs orientés, moins sur la dimension subjectivement, plutôt que sur la dimension de l'objectivité, la dimension objective, donc la dimension scientifique. Alors, de ce constat-là, une problématique, bien entendu, émerge, des hypothèses aussi, un objectif. Alors, donc, dans ce contexte où l'école et les lieux de formation des enseignants sont de plus en plus soumis à des injonctions technocratiques ou des sciences positivistes, où l'orientation, bien entendu, de cette éthique enseignante est réduite à la dimension prescriptive, notamment la dimension de la question kantienne, déontologique, que dois-je faire? Et donc, cette question semble prendre le dessus sur la formation des enseignants, du moins du point de vue de l'éthique, au détriment de la question socratique de comment dois-je vivre ma vie, par exemple, d'enseignant. Alors, donc, vous aurez bien peut-être compris à travers ce constat les hypothèses qui nous animent ici. Alors, l'idée, c'est qu'essayer de trouver une sorte de parade, avec toute proportion gardée, dans ce contexte où l'injonction du maîtrisable, du connaissable, du mesurable prend de l'ampleur et de la proportion dans la formation des enseignants. Et si on veut réhabiliter la dimension de comment dois-je vivre ma vie en tant qu'enseignant, et donc essayer de mettre l'accent sur cette dimension invisible dans l'activité professionnelle, nous essayons de mettre ici, de rechercher, d'identifier trois critères, ou ce que nous appelons ici trois ressorts, capables de permettre à l'enseignant, si on veut bien en quelque sorte s'intéresser sur ces questions-là, à lui donner une dimension plus réflexive dans sa pratique. Donc, de ces trois, nous posons donc cette hypothèse de la recherche de cette dimension, comme on appelle, de ressort, qui permettrait de réhabiliter cette dimension relativement un peu perdue ou bien mise à part, mise à côté. La question centrale qui serait une problématique, mais je crois que ça va s'affiner encore parce que le travail n'est pas encore totalement terminé. Cette recherche, je crois, la terminer peut-être les jours qui viennent, mais je pense que peut-être la problématique ne changera pas. Du moins pour l'heure, elle peut se résumer comme ceci. Dans quelle mesure ce double souci de modalité et de cohérence, qui pour nous devient des éléments structurants qui permettent à l'enseignant de retrouver cette dimension éthique qui,
organise normalement sa vie éthique enseignante, ce double souci que nous allons voir, à partir duquel nous essayons de dégager les ressorts pour réhabiliter ces dimensions. Alors, comment donc, dans quelle mesure ce double souci permet, en quelque sorte, à la pratique enseignante d'être, en quelque sorte, sa propre fin et d'orienter l'existence vers ses buts propres. Alors, donc, de cette question, les hypothèses qu'on peut émettre, donc c'est l'idée, par exemple, devant l'idéologie montante dans le milieu de la formation des enseignants, que j'appelle idéologie, c'est-à-dire cette dominance de la compétence, comme l'élément clé dans la formation des enseignants, nous pouvons émettre cette hypothèse que le pari ici peut être fait, poser que la vie éthique enseignante, aux prises donc avec son ethos professionnel, est en quelque sorte, comment je formulerai ça, cette vie enseignante passerait au-delà de ce cadre prescriptif sur des éléments qui seraient de l'ordre de, comment j'appellerais ça, de ressorts qui prendraient trois dimensions. La première dimension serait, je passe relativement outre sur ces hypothèses, trois éléments essentiels que nous avons identifiés dans ce travail, c'est-à-dire qui permettent, à notre avis, d'accroître la recherche de la cohérence éthique de l'enseignant dans l'action. La première dimension que l'enseignant peut-être devrait travailler et qu'on sous-estime généralement, j'appelle ici le ressort, c'est la dimension qui a un trait avec notre rapport à nous-mêmes. Ce rapport à nous-mêmes, c'est ce que j'appelle ici, en empruntant la deuxième partie à Heidegger, la dimension historique de son être, c'est-à-dire ce que Socrate appelait le connais-toi toi-même, c'est-à-dire le souci de soi. On a souvent sous-estimé cette dimension que la meilleure façon d'être enseignant est d'être en rapport avec l'autre, donc de s'ouvrir à l'autre, la question de l'altérité. La meilleure façon est d'abord d'apprendre à faire cette expérience de l'autre à travers soi-même. Donc, je n'apprendrai ou j'apprends à connaître, à rentrer en relation avec l'autre, qu'à condition que j'apprenne à rentrer déjà en relation avec moi-même. La dimension historique de soi-même est la condition de Socrate qui lui permet d'accéder à l'altérité. Or, cette dimension de subjectivation de la connaissance de soi est sous-estimée dans la formation des enseignants. C'est plutôt l'altérité est pensée dans un rapport de je à tu. Donc, c'est comme si j'avais pas d'abord ce retour préalable de soi à soi avant de s'ouvrir à l'autre. Donc, on nous demande la dimension relationnelle. Voilà, le mot qui est beaucoup plus relationnel. Relationnel dans le sens, il y a deux vis-à-vis. Je suis là et je rentre en relation avec l'autre qui est en face de moi. Mais la condition d'entrer en relation avec l'autre, chez Socrate, d'abord, c'est un retour au-dedans de soi-même, qui devient en quelque sorte la condition qui me permettrait de s'ouvrir à l'autre. Donc, c'est ce que j'appelle ici la dimension historique de son être. Cette capacité le sujet, l'agent moral, donc l'enseignant, le futur enseignant, à avoir cette connaissance de soi-même, cette ouverture à lui-même, et paradoxalement, par cette ouverture à lui-même, c'est celle-là même qui lui ouvrira la voie de l'apprentissage de l'autre. C'est par ces biais-là, d'ailleurs, qu'on réalise que face à une situation, ça, pour quiconque a déjà enseigné, peut éprouver cette dimension, que face à une situation donnée, mon comportement ne manifestera autre chose que ma propre personnalité, en fait, ma propre subjectivité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on notera que dans un même problème, vous avez deux enseignants, les deux enseignants ne réagiront pas de la même manière face au même problème. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils ne vont pas mobiliser le même ressort, ils ne vont pas mobiliser la même subjectivité, ils ne vont pas avoir, par rapport bien entendu à leur histoire, par rapport à leur vécu, par rapport à leur rapport aux choses et au monde, ils ne vont pas avoir les mêmes réponses. Et c'est généralement lié à cette dimension d'intériorité du sujet. Or, cette dimension est généralement sous-estimée. Et c'est ce que d'ailleurs, dans son œuvre, ou bien par exemple, il dit bien, c'est lui qui doit en quelque sorte choisir, délibérer, trouve dans le rapport le plus profond, généralement le plus profond avec celui qui choisit. Alors,
Alors, attendez, est-ce que j'enlève le truc? J'ai du mal à voir ici. Donc, Kierkegaard, au niveau dans son ouvrage, c'est dans la page 149, je n'ai pris qu'une petite partie. Hein. Celui qui doit être choisi se trouve dans le rapport le plus profond avec celui qui choisit. Et lorsqu'il est question d'un choix qui concerne une question vitale, l'individu doit vivre en même temps et arrive ainsi facilement à dénaturer le choix en l'ajournant. Cette dimension de la délibération chez Kierkegaard a une dimension déjà personnelle. Il faut prendre en compte cette dimension-là. Le deuxième ressort que nous avons identifié, c'est qui aiderait l'enseignant en quelque sorte à accroître sa capacité éthique, donc sa capacité réflexive, qui l'aiderait en quelque sorte à mieux répondre aux situations du terrain. Donc, au-delà de cette dimension, la dimension historique de son être, c'est la dimension comment on appelle, le cadre théorique, hein, ce qu'on appellerait, d'ailleurs Michel Fabre aussi le lance très clairement, et Jean-Pierre Astolfi dans La saveur de savoir, il disait très clairement que c'est, comment on appelle, la théorie qui nous permet d'observer le réel. Le réel ne se montre à nous qu'à partir du moment où on a des yeux théoriques, des outils théoriques qui nous permettent en quelque sorte d'identifier les observables. Sauf que dans la formation des enseignants, dans les SP, enfin à l'époque les SP maintenant, les enseignants, les jeunes stagiaires demandent beaucoup plus des recettes. C'est-à-dire, ils nous disaient même, il y a tellement de théories dans ce que vous nous faites, alors que sur le terrain, on a besoin des éléments concrets. Donc, il y a une attente de la part des étudiants, des réponses concrètes pour faire face aux situations du terrain, qu'ils en arrivent parfois à sous-estimer le rôle de la dimension théorique. Moi, j'ai l'habitude de dire à ces étudiants, mais si vous voulez comprendre le réel, la situation sur le terrain, vous ne pouvez pas les saisir, mieux le comprendre, si vous n'avez pas un cadre théorique, un scientifique. J'ai donné souvent l'exemple d'ailleurs que Astolfi a donné. Une montagne, si vous n'êtes pas géologue, ne vous dira absolument rien. Des pierres, je ne sais pas, des couches géologiques, de combien d'épaisseur, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste en géologie, ça ne lui dira absolument rien. Pour quelqu'un qui n'est pas un paysagiste, ça sera juste simplement de l'herbe ou bien des arbres, parce qu'il n'a pas des outils, des yeux, autres que ses propres yeux sensibles. Au-delà donc des yeux sensibles, il faut avoir d'autres yeux. Et ces yeux-là, ce sont les outils théoriques, les cas théoriques qui nous permettent en quelque sorte d'accroître notre capacité à lire le réel. Et pour lire le réel, si on n'a pas ces outils-là, c'est difficile. Le problème, c'est que dans la formation des enseignants, il y a une faiblesse sur cette dimension en quelque sorte théorique. Et la pression des étudiants, on peut le comprendre, hein, les étudiants attendent de la formation qu'on leur donne en quelque sorte des recettes. Or, c'est lui qui veut observer le réel, ça ne suffit pas, les recettes ne nous aident pas. Et donc, c'est pour ça que je pense que peut-être réhabiliter cette dimension épistémique, hein, cette dimension théorique, parce que dans la théorie, toute théorie scientifique, toute connaissance est née dans un contexte bien précis, à une histoire, à une épistémologie, sauf que nos élèves, nos étudiants ne sont pas au clair. Hein, ils ont des bribes d'informations sur ces paramètres, mais pas vraiment en profondeur. Ça, c'est le deuxième ressort. Hein. J'en passe rapidement sur certains éléments, parce que je disais, bon, on oublie ou on ignore que ces cadres théoriques forgent la capacité réflexive, élucident les déterminants de l'action, produit les observables. Hein. Si on veut enseigner, ou bien il faut avoir la connaissance de l'histoire des idées, l'histoire des théories éducatives. Sinon, on n'aurait pas les clés nous permettant de comprendre la situation sur le terrain. Alors, le troisième ressort que nous avons identifié ici, c'est ce que John Dewey appelle l'expérience. Et vraiment, l'expérience, vraiment au sens de John Dewey dans démocratie et éducation, et suivi d'expérience et éducation, c'est là où nous avons tiré ces dimensions. L'expérience dans le sens de faire, c'est-à-dire l'action produite par c'est-à-dire le faire produit une sorte de rétroaction. Hein. L'expérience de John Dewey, d'ailleurs, l'acte de pensée résulte de l'expérience, parce que c'est en se confrontant aux événements, aux expériences qui sont parfois ordinaires, mais c'est la manière avec laquelle on vit ces expériences qui, en quelque sorte, va produire
quelque chose de changeant, de transformateur dans la perception ou la pratique d'une personne. Sauf que dans la formation des enseignants, si je vois bien, si je lis cette citation de John Dewey, il dit « Est-ce que l'expérience est une chose personnelle ainsi faite qu'elle stimule l'observation des liaisons impliquées et conduit à inférer et à mettre l'inférence à l'épreuve ?» Mais sauf que les étudiants ne sont pas souvent confrontés à des situations qui suscitent ou qui les amèneraient en quelque sorte à l'idée de l'expérience au sens de John Dewey. Les choses sont tellement planifiées, les choses sont tellement organisées, les choses sont tellement millimétrées, cadrées, que ça ne crée pas des conditions de l'expérience au sens de John Dewey. Il n'y a pas l'effet de surprise, on sait que les choses sont bornées. L'expérience de John Dewey, il y a une dimension de l'imprévisible. Et c'est cette dimension de l'imprévisible qui va avoir une résonance dans la vie intérieure de l'individu. Donc, l'expérience permet l'acte de pensée, c'est-à-dire l'accroissement de l'efficacité dans l'action, la connaissance la plus approfondie de soi et du monde dans lequel on vit. C'est ça quand même l'acte de pensée de John Dewey. Penser, c'est accroître en quelque sorte l'efficacité dans l'action, la connaissance approfondie de soi-même et du monde dans lequel on vit. Donc, penser chez John Dewey équivaut à expliciter l'élément intellectuel de notre expérience. Et si cet élément n'est pas en quelque sorte explicité, bon, ce n'est pas vraiment une expérience au sens, bien entendu, de Dewey. Le temps passe. Or, au cours de leur formation, ces jeunes stagiaires sont peu confrontés, par exemple, à ces formes d'expérience qui suscitent cette capacité autoréflexive. Bon, Michel Fabre nous décrit bien dans son livre de 2007, Peut-on enseigner autrement? On prépare les enseignants à ça, voyez-vous, à la planification, préparation de classe, à diagnostiquer, à organiser la vie de la classe, pratiquement ce que Bucheton appelle avec tous ces, comment il appelle ça, les postures, ces postures évoquées par Bucheton, effectivement, c'est ça qu'on enseigne aux enseignants, qu'on prépare les enseignants à leur professionnalisation. Effectivement, c'est très intéressant, mais il y a cette dimension de l'invisible, de l'imprévisible, et qui est une dimension qui relèverait de l'éthos professionnel, la dimension d'accroissement de la capacité réflexive de l'enseignant, du futur enseignant, est relativement très faible. Donc, voilà les trois dimensions que nous avons, si je les résume. Un, le ressort qui peut aider l'enseignant à accroître cette capacité d'éthique, pour que le faire puisse aider le futur enseignant à se transformer, donc le se faire. La dimension de la connaissance historique de sa personne, donc le souci de soi, la connaissance de soi-même comme condition d'entrer en relation avec l'autre. On fait l'expérience de l'autre en soi-même et c'est la meilleure condition pour construire une relation plus saine avec l'autre. Deuxième élément, deuxième ressort, c'est la dimension épistémologique. La dimension épistémologique, donc locale théorique, renforcée du point de vue de la formation des enseignants, qui leur permettrait en quelque sorte d'accroître leurs yeux scientifiques pour mieux lire le réel. Troisième dimension, c'est la dimension de l'expérience, au sens de John Dewey. Ces trois éléments à notre niveau deviennent pour nous des conditions essentielles qui accroîtraient la capacité réflexive, cognitive et même pratique, professionnalisante des enseignants. En plus, bien entendu, de la dimension didactique qui est devenue l'activité centrale dans le recrutement des enseignants, dans la formation des enseignants aujourd'hui. La didactique, c'est devenu le mot fétiche au cœur du dispositif de la formation des enseignants, du moins en France. Alors, en conclusion, face donc aux injonctions technocratiques ou positivistes auxquelles les institutions de formation des enseignants ou l'école elle-même sont devenus de plus en plus que jamais la cible. Ces injonctions deviennent, l'école et ces institutions deviennent la cible de ces injonctions de plus en plus technocratiques. D'ailleurs, pas que l'école, dans tous les milieux, dans nos sociétés aujourd'hui, le maîtrisable, le connaissable, l'évaluable, le calculable, c'est ce qui nous organise aujourd'hui. Alors, nous pensons que face à cette injonction, peut-être les trois propositions, les trois ressorts que nous avons identifiés ici, ne sont pas là peut-être à faire le contrepoint, mais à donner une possibilité, une voie, une ouverture qui aiderait l'enseignant, le futur enseignant,
à adosser sur lui une capacité à vouloir donner sens dans ses actions, à vouloir rechercher des modalités plus cohérentes, une vie éthique plus en rapport avec soi-même et aussi en rapport, bien entendu, avec le cadre déontologique que lui propose l'institution. Car il ne s'agit pas d'être rebelle par rapport à l'institution, mais il s'agit de construire une relation de cohérence entre ce que nous sommes nous-mêmes, la pratique, l'éthique, l'éthos professionnel qui nous met en face avec la situation professionnelle. Dernière diapo, donc tout enseignant l'a sûrement déjà expérimenté, hein, et ça, je pense, c'est pour ça que je terminerai sur cette phrase, la dimension donc de l'imprévisible. Comment la dimension, comment on appelle l'imprévisible, de ce qu'on ne voit pas, cette dimension du non maîtrisable, du non planifiable, prend une place importante dans la construction de la vie éthique enseignante. C'est pour ça que je dis ici, d'où vient qu'il soit impossible d'avoir des raisons qui puissent en quelque sorte dire à l'enseignant pourquoi je réussis tel cours à tel moment et le même cours une semaine après, 2 semaines après, je ne le réussis pas ou moins. Ben, il n'y a pas des éléments rationnels. Nous tous, nous avons été enseignants, on a été parfois bons dans tel cours à tel moment, mais le même cours reproduit 2 jours, 3 jours après, c'est pas la même émotion, c'est pas la même capacité, c'est pas la même impression, c'est pas le même enthousiasme. Eh ben, c'est parce qu'il y a quand même une part de ce que Bernard Williams appelle la fortune morale dans la vie. Et comment la vie enseignante peut-elle prendre en compte, surtout conscience de cette part de la fortune morale, ce qu'il appelle lui le hasard dans la vie morale, hein, qui naît généralement à partir d'un rapport qu'il appelle lui, déjà le premier, c'est celui de l'origine, la cause hein, de la situation qui met en jeu le questionnement éthique et le rapport que nos décisions ont avec la morale. Et sous ces deux dimensions, le point de départ de la situation qui nous amène à délibérer et le rapport que notre délibération va avoir avec la morale, voilà ce que Bernard Williams appelle en quelque sorte le rôle de la fortune morale. Ce rôle de la fortune morale a été sous-estimé dans la tradition philosophique de l'éthique, de la vie morale, et que Bernard Williams a tenté de réhabiliter. Et que moi, je pense, ce serait très intéressant qu'on réhabilite ça dans la formation des enseignants, la prise en compte de ce qui est imprévu et qui, dans la plupart des cas, nous aide à prendre conscience que nous ne pouvons pas tout maîtriser dans notre pratique. Voilà un peu de façon relativement rapide mon travail que je vous ai présenté de façon un peu... merci beaucoup à vous et merci de m'avoir écouté.